Bonjour, je m'appelle Julie Artis, je suis Chief Happiness Officer et facilitatrice en bien-être au travail. J'ai lancé ce podcast dans le seul et unique but de vous aider à devenir acteur du bien-être au travail. Au travers des épisodes, je vous partage ma vision, des conseils pratiques, des expériences pour vivre le travail de façon plus positive. Je vous emmène aussi à la rencontre de personnes qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien. Elles vous partageront leurs clés pour créer un monde du travail plus humain. Enfin, Génération CHO, c'est aussi un podcast qui vous permettra de découvrir le passionnant métier qu'est celui de Chief Happiness Officer, bien loin des clichés du bonheur au travail que l'on voit souvent dans les médias. Génération CHO, c'est un podcast que je publie tous les mardis et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur mon site julieartis.com. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, alors bienvenue! Je vous invite à écouter l'épisode 0 où je me présente un peu plus en détail. Dans ce podcast, mon but est vraiment de vous donner de l'énergie et vous inspirer à passer à l'action. Alors, prêt à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail ? Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Fabienne Broucaré. Bonjour Fabienne. Bonjour Julie. Je suis ravie de t'avoir sur ce podcast. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment utile de te présenter, mais je vais quand même le faire. Tu es la fondatrice du webzine My Happy Job et tu es la cofondatrice de la newsletter We Are Happy Workers. Tu es une experte de la qualité de vie au travail et tu as vraiment à cœur de sensibiliser à ce sujet via justement ce magazine positif qui est My Happy Job, qui est devenu vraiment une référence en France sur le sujet. Tu diriges aussi la collection My Happy Job aux éditions Vuibert et tu as publié 4 bouquins dernièrement, c'est ça? Tu pourras nous en parler un petit peu plus en détail après. Tu as eu un parcours très, très divers que tu pourras nous partager. Encore merci de prendre le temps aujourd'hui de faire cet épisode avec moi. Et pour commencer, Fabienne, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours, comment tu as cheminé et pourquoi tu t'es intéressée à la qualité de vie au travail aujourd'hui, comment tu en es arrivée à créer My Happy Job, etc. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Le plaisir est vraiment partagé. Moi, à l'origine, je suis journaliste. C'est un métier que j'ai voulu faire un petit peu, on va dire, depuis tout petite, en tout cas depuis le collège. Et du coup, j'ai orienté mes études vers le journalisme. J'ai fait une dizaine d'années dans la presse. Donc, pour moi, c'était obtenir ce dont je rêvais, c'est-à-dire avoir un poste en rédaction ou en pigiste, beaucoup pour des rubriques assez larges, par exemple, pour des féminins en rubrique société ou pour des quotidiens ou des magazines ou sur Internet. Après, j'ai été beaucoup sur des sujets de psychologie. Et en fait, ce qui m'a beaucoup intéressée dès le départ, il y a le monde du travail, les inégalités hommes-femmes. Donc, je suis une passionnée de sport. Donc, avant de m'intéresser au bien-être au travail, à la qualité de vie au travail, j'ai beaucoup fait un blog et des livres sur les inégalités hommes-femmes dans le sport. Donc, du coup, ça m'a appris plein de choses au-delà, je dirais, de ma passion sportive, vraiment sur le plafond de verre dans le sport, sur les inégalités salariales dans le sport. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le sport n'est pas un domaine à part, mais plutôt le reflet du reste de la société, je dirais en miroir grossissant. Donc, ça m'a fait faire plein de rencontres. Et du coup, après, j'ai été plutôt vers, comme je vous le disais, des rubriques psychologie. J'ai travaillé beaucoup pour Psychologie Magazine notamment. Et en fait, dans mon dernier poste que j'occupais de 2014 à 2016, du coup, je me suis beaucoup intéressée là plus largement au monde du travail. En fait, en 2015, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait par exemple le film de Martin Messonnier sur le bonheur au travail. La Fabrique Spinoza lançait la première université du bonheur au travail. Donc moi, j'étais journaliste et en fait, je m'intéressais à ces questions en me disant, tiens, il se passe beaucoup de choses. Allons voir un petit peu ce que proposent les uns et les autres, comment ça se passe en entreprise, qu'est-ce que la qualité de vie au travail dont on commençait à parler. Et on commençait aussi à parler du bonheur au travail. Donc du coup, tout ça m'a un peu interpellée. Et en fait, c'était aussi intéressant parce que moi, fin 2015, j'ai vécu une réorganisation dans mon travail où je travaillais à la fois sur un magazine et sur Internet et on s'est retrouvés quasiment du jour au lendemain ou presque à travailler que sur Internet. En soi, ce n'est pas un problème puisque c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais du coup, sans nous embarquer dans de nouveaux projets. C'est-à-dire qu'on nous a convoqués un lundi en nous disant voilà votre nouvelle vie. Et maintenant, vous allez écrire 25 ou 30 articles par semaine. Et voilà, merci un petit peu importe le contenu du moment que vous écrivez de la quantité. Et moi qui avais toujours voulu faire le métier de journalisme, je me retrouvais complètement
je dirais en conflit de valeurs et de sens en me disant, en théorie, j'ai ma fiche de paye, ma carte de presse et tout va bien, je suis là où il faut, mais mon quotidien ne va plus du tout ressembler à ce pourquoi je me lève le matin. Donc du coup, pour moi, c'était hors de question de vivre un décalage aussi fort. Donc du coup, j'en ai profité pour partir et pour me poser encore plus de questions sur cette fameuse quête de sens et le bien-être au travail. Et c'est comme ça qu'en cheminant fin 2015 et début 2016, je me suis dit que je ne devais pas être la seule à me poser ces questions et que du coup, ce serait intéressant de fonder un média, pour le coup, qui me permette d'avoir la marge de manœuvre, moi, nécessaire pour faire mon travail comme je l'entends et comme ça fait sens pour moi. Et en même temps, d'œuvrer je dirais, à informer sur ces questions de bien-être au travail, de bonheur au travail et d'aider le plus grand nombre à se sentir bien dans son boulot parce que c'est juste essentiel pour moi. Et c'est comme ça qu'est né My Happy Job en octobre 2016. Et du coup, 5 ans plus tard, je n'ai aucun regret à l'avoir lancé parce que ça a confirmé mes premières intuitions, je dirais, et j'ai l'impression d'être de nouveau utile, ce qui me manquait profondément dans mon dernier travail. C'est super intéressant et du coup, je me rends compte que finalement, on n'a pas, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de l'épanouissement au travail après avoir vécu des burn-out ou des vrais moments d'épuisement professionnel. Et en fait, une quête de sens, une perte de sens et une perte de cohérence avec les valeurs auxquelles on aspire, ça peut aussi être la source et le déclencheur en fait pour aller vers du mieux et s'intéresser à ce sujet du bien-être au travail. C'est ce que tu as vécu, toi, du coup. Tout à fait, parce que du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de l'épanouissement, pour moi, il faut surtout pas se fier juste à la fiche de poste. C'est-à-dire qu'on peut faire le même métier, mais dans des conditions complètement différentes, avec des gens complètement différents. Et du coup, ça, au quotidien, c'est ce qui va faire que vous avez la motivation et l'envie, ou alors qui va vous faire la boule au ventre et vous dire non, je ne veux plus y aller parce que je suis pas alignée, je suis pas en adéquation avec ce qu'on me demande. Et du coup, moi, là où ça a été bénéfique, c'est que j'ai pas voulu attendre de m'épuiser en me disant je vais faire tout ce qu'on me demande pour garder mon poste. Et je peux comprendre que vu la situation voilà, actuelle et même à l'époque, quand je parlais de partir, on me disait toujours il fait froid dehors, attention, voilà, le fameux il fait froid dehors. Mais il faut aussi voir ça comme une opportunité de se dire bah non, en fait, j'ai pas envie d'accepter ça et je peux rebondir pour essayer de faire autre chose après, comme moi je l'entends, et du coup de profiter justement de cette expérience-là pour savoir ce que vous voulez plus et de faire le point après sur ce que vous avez envie. Et un facteur qui peut être un petit peu paralysant, c'est de se dire, mon Dieu, je quitte un métier que je sais faire. Moi, je le faisais depuis une bonne dizaine d'années et j'avais pas envie de me reconvertir. C'est-à-dire, j'avais pas envie d'être boulangère, fleuriste. J'avais pas une passion à côté en me disant, youpi, je vais pouvoir tout plaquer du jour au lendemain. Et c'était de me dire, bah mince, ce que je vis dans cette rédaction, hélas, c'est dans plein de rédactions comme ça. Donc, comment je vais pouvoir réinventer mon travail sans non plus tout changer? Parce que moi, j'adore faire des interviews, j'adore rencontrer les gens, j'adore informer et tout ça, je voulais le garder. Donc, du coup, c'était me mettre à mon compte et créer ce projet, c'était pour moi retrouver la liberté dont j'avais besoin, mais en même temps voilà, sans tout changer. Et c'est parfois ce qui peut freiner les gens parce qu'ils se disent je reste dans mon poste parce que je sais rien faire d'autre et mon Dieu, je ne voudrais pas et j'ai pas envie de faire autre chose. Donc du coup, faut pas voir ça vraiment comme un frein. Ne vous limitez pas et restez pas en poste juste pour ça en tout cas. Oui, complètement. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'envers du décor du début de My Happy Job? Alors aujourd'hui, c'est un média de référence en France sur le sujet de la qualité de vie au travail. Ça a été quoi les débuts? Comment ça s'est passé? Alors, les débuts, je me souviens raconter justement à mes collègues de l'époque, ce serait pas mal de faire un site sur le bien-être au travail parce qu'il n'y a que des sites RH qui existent, très institutionnels, donc très bien pour aller chercher des infos, mais je dirais pas forcément l'envie d'y retourner tous les jours. Donc, je m'étais dit en tête, moi, c'était faire un site positif. Donc, du coup, j'ai commencé à travailler au printemps 2016 en imaginant des rubriques, en imaginant du contenu, en allant voir des experts que j'avais déjà interviewés, en me disant, ça me fera mes premières interviews. Et en fait, alors, pour tout vous dire des coulisses, j'étais enceinte et du coup de ma deuxième, du coup de ma petite Charlotte qui est née le 28 septembre 2016 et du coup My Happy Job est née quelques jours après en octobre 2016. Donc j'ai profité voilà, de ma grossesse pour me dire on va créer le site tranquille et après programmer pas mal de choses pour la fin d'année. Pour la fin 2016, voir comment ça prend sur les réseaux sociaux tranquillement. Donc du coup, 2016, ça a été vraiment le lancement en me disant, voilà, on va lancer ça tranquillement, voir comment c'est accueilli, est-ce que ça répond à un vrai besoin, est-ce que mes intuitions se confirment. Et quand j'ai repris vraiment le travail après mon congé maternité début 2017, c'est là que vraiment j'ai lancé en me disant, bah oui, je vois que ça répond positivement, qu'il y a plein de choses. On a mis en place la newsletter à partir de ce moment-là, de janvier 2017. Et du coup, ça a été un travail à l'été avec une agence pour
faire le logo. J'avais en tête que ce soit positif, donc il y a tout l'univers un peu pastel, les couleurs qui ont été travaillées à ce moment-là, pour que l'identité graphique vraiment soit en adéquation avec le contenu. Et l'idée, c'était de mettre l'accent, les rubriques sont restées les mêmes, la boîte à outils, les témoignages, l'actu, et puis chaque année, on a un petit peu rajouté des briques à ce premier site. Et ce qui était important aussi pour moi, au-delà de, je dirais, de cet aspect où je voulais qu'on ait envie d'y retourner et qu'on prenne plaisir à lire les articles, il y avait le ton, le format, d'avoir des articles accessibles au plus grand nombre, donc pas forcément très longs. Et enfin, pas forcément non plus de pubs venant de l'univers de la presse. Je ne voulais pas que le site ressemble à un sapin de Noël où vous avez des pop-up qui s'ouvrent, des vidéos et vous avez juste envie de fuir. Donc je m'étais dit que voilà, le site au départ devait être assez épuré pour donner envie. Ce qui est le Et cas de après, beaucoup de sites RH, hein, j'ai l'impression où il y a beaucoup de pubs avec des solutions RH à côté. exactement. Et Ouais. moi, je voulais pas que ce soit voilà, perçu comme, voilà, comme un site qui est typiquement trop de pub. Et quand vous démarrez, voilà, vaut mieux attendre d'avoir une audience, je dirais, plus qualifiée pour après aller voir pour de la communication plutôt que vouloir tout de suite le rentabiliser et on se dire, voilà, j'en mets tout de suite. Et par contre, après, voilà, ça a été chaque année, du coup, stratégie des petits pas pour chaque année, mettre une nouvelle rubrique, des podcasts, voilà, et ainsi de suite au fur et à mesure des ans. Tu as une équipe aujourd'hui, Maya Pijab, ou tu Alors, une continues à équipe tout faire toute seule une équipe d'indépendants, Ouais. c'est-à-dire que pour commencer, moi je voulais pas, et encore aujourd'hui, c'est-à-dire que lancer une entreprise avec des salariés, voilà, c'est quelque chose Ouais. voilà, de complexe. Moi je sais que typiquement dans la crise qu'on a traversée, je pense que je n'aurais pas dormi la nuit si j'avais d'autres personnes à payer que moi, en tout cas en tant que salaire. Mm. Donc du coup, ce qui était important pour moi, c'est d'avoir au départ la flexibilité de démarrer toute seule et après de m'entourer par contre du coup d'une équipe d'indépendants. Donc j'ai mon développeur, Luc Gaillard, qui m'accompagne depuis le début. J'ai Alban Debouche, qui est l'illustratrice du personnage Julie, justement, qui est l'ambassadrice. Vous voyez les petits dessins qu'on fait en illustration pour avoir une touche un peu décalée, humoristique. J'ai une équipe de pigistes, dont, pour vous donner une anecdote, Lucie Tano, qui m'accompagne dès le début, m'avait envoyé un mail, je ne la connaissais pas, 15 jours après le lancement de My Happy Job, en disant j'aime beaucoup votre site, est-ce que vous prenez des pigistes, est-ce que je peux vous proposer des sujets? Et du coup, on travaille ensemble depuis bientôt 5 ans. Donc, du coup, c'est chouette voilà, d'avoir une équipe, mais pour le coup, j'avais besoin de compétences tellement différentes qu'il était compliqué d'avoir pour démarrer un ou deux salariés. Et en fait, au final, c'est un modèle qui me va bien pour l'instant, qui me permet d'avoir une équipe, mais d'évoluer, je dirais, selon les besoins et de Mm. grandir petit à petit, ce qui est Ouais. important pour moi. Puis tu proposes vraiment un contenu hyper varié, hein. Bon, ça va des articles jusqu'à de la publication de hors-série qui sont à chaque fois passionnants, qui réunissent les points de vue de nombreux experts sur différentes thématiques. Là, je crois que le dernier, c'était sur la question de sens, justement, il me semble, qui était vraiment passionnant. Tu as lancé des podcasts. Il y a un annuaire aussi où tu recenses les acteurs de la qualité de vie au travail. Donc, c'est vraiment un média qui est ultra complet. Euh, Par rapport à ta démarche avec les entreprises, tu proposes aussi des choses avec les entreprises? Ben, ce qu'on a fait, c'est que en fait, le ton de My Happy Job plaît beaucoup justement, alors que ce soit en communication interne ou au RH. Donc du coup, on a développé du contenu pour les entreprises et en fait, on s'adapte. Donc pour certains, ça va être des blogs en interne de manière occasionnelle ou pérenne. Pour d'autres, ça va être par exemple à l'occasion de la semaine de la qualité de vie au travail, on va faire du contenu pour sensibiliser sur un thème en particulier. Aujourd'hui, forcément, les webinaires depuis un an se sont beaucoup développés, donc on en a fait beaucoup sur le site et ça se développe aussi beaucoup en interne. Donc je suis ravie de Qu'on peut pouvoir retrouver, pardon, je te coupe, on peut les retrouver en replay sur la chaîne YouTube de My Happy Job d'ailleurs. exactement, tout Ouais. à fait. Très bonne info. Et en effet, n'hésitez pas, voilà, il y en a maintenant une bonne dizaine et on en fait du coup aussi en interne pour les entreprises. Et donc moi, ce que j'aime bien, c'est le côté collectif, c'est-à-dire que intervenir toute seule sur un sujet, c'est très sympa une fois, mais par contre, moi, ce que j'adore, c'est faire intervenir aussi les autres et aller chercher les bons experts sur les bonnes thématiques et qu'on anime à plusieurs. Donc j'adore animer des tables rondes virtuelles ou co-animer, comme on l'a fait encore hier avec Lewis de Happy Quest. Enfin voilà, du coup, j'aime beaucoup ce côté dynamique et on le retrouve dans les hors-séries, comme tu le disais, avec les membres de l'annuaire où j'aime aussi voilà, partager le savoir des autres. Et c'est ce qui crée pour moi une dynamique très intéressante parce que ça met en avant le savoir-faire des uns et des autres. Et ça permet justement à nos lecteurs de bénéficier de regards très divers et d'aller chercher un petit peu eux ce qui les intéresse par rapport à leur quotidien. Alors moi, tu fais partie vraiment des personnes que j'admire et qui m'impressionnent parce que
je me dis, mais comment vous avez le temps de réaliser tout ça? Tu as aussi lancé du coup une collection de livres en plus. Enfin, comment ça se passe en termes d'organisation, de charge de travail? Enfin, pour moi, tu étais un peu la représentation de la slasheuse 2020-2021. Enfin, voilà, c'est un terme dont on parle beaucoup. C'est que ça ressemble à quoi tes journées? Elles sont bien remplies, mais non, non, au-delà de ça, en fait, le fil rouge, pour moi, j'ai pas l'impression de me disperser parce que ça reste toujours autour de la qualité de vie au travail et Oui. du bien-être au travail. Même la collection de livres est née l'année dernière, donc on a lancé en effet les 4 premiers au moment du premier confinement, donc ça avait été décalé à mai l'année dernière. Mais c'était du coup l'idée de se dire qu'on part de My Happy Job et on en fait une déclinaison, donc on garde le côté très pratique, ludique et positif et qu'on le décline en livres. Donc là encore, je suis pas toute seule, c'est-à-dire qu'il y a eu les éditions Vibert, il y a une formidable équipe que j'adore, une éditrice, pareil, une maquettiste, une illustratrice. Enfin, du coup, il y a du monde autour, donc je suis pas du tout toute seule pour gérer la collection. Il y a des auteurs formidables. Donc moi, j'adore cette mission parce que du coup, je vais chercher pareil les auteurs sur certains sujets et après, on s'embarque voilà, dans une aventure collective. Donc du coup, ça a été beaucoup de travail au début pour imaginer la collection parce que du coup, il faut charter, voilà, imaginer les rubricages, un petit peu comment tout ça va fonctionner. Et après, forcément, une fois qu'on a fait un, deux, trois, la machine est en route. Donc, on gagne aussi, je dirais, en fluidité là-dessus. Donc, aujourd'hui, on en a eu 7 l'année dernière. Les 2 prochains sortent en avril. Ça continue l'année prochaine aussi. Donc, je suis vraiment ravie. Donc, je dirais que moi, le conseil justement, pour réussir à mener beaucoup de choses de front, c'est d'avoir en tout cas un fil rouge qui fait que vous vous dispersez pas. Parce que ce que je fais comme recherche pour le site, ça va m'aider pour les livres. Ça va m'aider pour les podcasts, ça va m'aider pour ce que je fais en entreprise. Quand j'interviens en entreprise, ça me nourrit aussi, quand j'échange avec des DRH, du contenu qu'on va faire sur le site. Donc tout ça, en fait, est lié. Et ça fait que, du coup, on se disperse pas sur des sujets trop variés. Et après, c'est une bonne organisation. Le télétravail, pour moi, aide beaucoup. C'est-à-dire que je ne perds plus du temps comme avant dans les transports, étant banlieusarde, 1h30 le matin, 1h30 l'après-midi. Donc ça, du coup, c'est aussi du temps voilà, gagné. Et après, quand on a aussi des enfants, on gagne en efficacité parce qu'on se dit qu'on a intérêt à carburer avant la sortie du centre de loisirs ou de l'école. Donc, du coup, ça permet d'être très efficace aussi. La difficulté étant dans tout ça de trouver du temps pour soi. Je dirais que c'est la seule limite et le seul bémol. C'est-à-dire qu'on est généralement très fort pour être à peu près à jour niveau travail, de trouver du temps pour les enfants, pour leurs activités, mais qu'il faut réussir aussi à se ménager. Et c'est un peu là qu'on a tendance parfois à s'oublier. Oui, puis j'ai l'impression que quand on est vraiment passionné par ce qu'on fait, on parle beaucoup d'équilibre pro-perso, mais c'est vrai que notre travail et quand on développe plein de projets, c'est un peu nos bébés aussi, et donc on a tendance à être à fond et un peu s'oublier. Et parfois, il faut être un peu vigilant par rapport à ça aussi, ouais. Oui, je sais que moi, ça a été beaucoup la première année. C'est-à-dire que la Mm. première année, je bossais quasiment tous les soirs. Et puis au bout d'un an, je me suis dit, non, mais en fait, on ne va pas pouvoir tenir durablement comme ça. Mm. Donc, il faut garder en tête que ce n'est pas un sprint dans lequel on s'embarque, mais un Mm. joli marathon. Et il faut voilà, se ménager et que la journée de travail a un certain nombre d'heures. Et quand ce n'est pas fini, on finira demain, mais pas forcément à 23 heures tous les soirs parce que ce Ouais. n'est pas gérable sur le long terme. Mm. Ouais. Alors, rentrons un peu plus en détail dans le sujet de la qualité de vie au travail. C'est quoi pour toi une bonne qualité de vie au travail? Et du coup, depuis le temps que tu es dans le sujet, est-ce que tu as l'impression que ça a évolué et de quelle façon? Enfin, j'espère positivement en tout cas. Est-ce que la crise, elle a changé beaucoup de choses selon toi? Alors, quand on parle de qualité de vie au travail, forcément, le mot-clé, c'est travail, hein. Donc, du coup, ça va être comme aller voir les définitions de l'ANAC qui sont pour le coup très intéressantes. C'est à la fois le contenu du travail, mais aussi les conditions dans lesquelles on exerce ce travail. Donc, pour moi, ce qui est important, il y a plusieurs facteurs et ce qui peuvent différer un petit peu selon les gens. C'est-à-dire, pour moi, il y a comme des ingrédients de base, que ce soit les relations au travail, l'environnement de travail, la conciliation vie pro-vie perso. On a parlé de sens, d'autonomie, de reconnaissance. Tout ça œuvre pour une bonne qualité de vie au travail. Mais ça va jouer à des degrés différents selon les personnes. C'est-à-dire, certaines personnes vont avoir un besoin d'autonomie très important. Pour d'autres, la rémunération va être très importante. Certaines vont accorder beaucoup aux relations de travail, à la qualité du management et l'ambiance avec leurs collègues. Donc, je dirais que ça va dépendre. Il y a aussi un côté forcément un peu subjectif là-dedans pour moi. Et ensuite, c'est de se reposer la question tous les X temps parce qu'on évolue aussi. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, ça me va très bien d'être à mon compte entrepreneur. Peut-être que dans 5 ans, je serais très contente d'être salariée et ça m'ira très bien parce que j'aurai trouvé une entreprise qui me va bien, dans laquelle je puisse m'épanouir. Donc, je dirais qu'il y a plein de facteurs qui jouent. Il n'y a pas qu'une seule dimension, hein. Il y a aussi le bien-être,
La santé, je dirais que c'est aussi la base, hein, tout ce qui est fait pour la santé au travail et le bien-être au travail, je dirais plus physique et psychologique. Donc en prévention, il y a tout ce volet-là qui est aussi important. Et la crise, pour moi, a eu une vertu au moins, c'est de démocratiser ces questions. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, quand on regardait le télétravail, ça concernait moins de 10% en France de salariés qui télétravaillaient vraiment régulièrement et pas seulement 6 jours dans l'année. Donc je pense que la crise a eu vraiment un facteur d'accélérateur sur plusieurs nouvelles manières de travailler. On a plus de flexibilité aujourd'hui. Quand on parle après crise d'un retour en modèle hybride, on parle de 2 jours en moyenne de télétravail par an. Je pense que si on nous avait dit ça en janvier 2020, beaucoup auraient signé en disant mon Dieu, c'est génial d'avoir une telle flexibilité. Donc du coup, ça a joué beaucoup sur ces questions-là. Je pense qu'on reparle beaucoup plus des risques psychosociaux aussi qu'avant, parce qu'après un an de crise, de confinement, de reconfinement, de couvre-feu, les gens, on constate une grande lassitude, hein. Quand vous regardez les études, les gens, le moral est plutôt dans les chaussettes et c'est normal parce que quand on a cette incertitude qui nous pèse et le télétravail contraint à temps complet qui peut être aussi pesant. Donc je pense qu'on parle beaucoup plus de comment agir en prévention au sein des entreprises. Donc ça, c'est très bien parce que ce sera, je dirais, efficace durablement. Et maintenant, je pense que la crise aura été aussi un terrain d'expérimentation. Des entreprises qui n'avaient jamais fait de télétravail s'y sont mises contraintes et forcées. Donc, c'est qu'est-ce qu'on va en garder durablement. Et je pense qu'on ne pourra pas refermer la parenthèse en disant youpi, on retourne tous au boulot comme avant, du lundi au vendredi. Et pour ça, tant mieux. Oui, clairement, j'ai l'impression. Alors, j'ai lu une étude assez intéressante récemment qui s'intitule, je crois, l'Observatoire des rythmes de travail qui a été fait par Welcome to the Jungle. L'étude est assez intéressante et c'est vrai qu'elle montre que les salariés sont pas prêts à reprendre une vie au travail comme c'était avant, hein, parce que maintenant ils ont conscience que c'est possible de travailler dans d'autres conditions, qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir 1 heure de trajet pour se rendre à son travail, pour faire son travail dans de bonnes conditions. Il y a un équilibre pro-perso qui est quand même assez intéressant aussi quand on télétravaille. Et la question de la rémunération aussi, tu en parlais. Et c'est vrai que dans les études, dans le passé, moi, j'avais beaucoup lu que oui, le salaire était important, mais c'était pas en tout cas la première raison de motivation pour s'épanouir au travail. Et là, on y revient un petit peu parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ont perdu leur travail ou qui ont eu peur de le perdre. Enfin là, on s'est beaucoup questionné aussi sur l'utilité de son travail. Et finalement, les questions de rémunération reviennent un petit peu au premier plan aujourd'hui sur ce sujet. Donc, c'est vrai qu'on voit qu'il y a pas mal de choses qui bougent, qui évoluent, mais en tout cas, c'est clair qu'on ne reviendra pas à nos façons de travailler avant, quoi. Puis, on le voit aussi avec tous les espaces de travail un peu hybrides maintenant qui se développent. Enfin, donc, c'est vraiment intéressant. Oui, tout à fait. Et pour la question salariale, je te rejoins tout à fait, les études le montrent et je pense que c'est l'aspect sécurité Oui. qui joue beaucoup parce que en période de crise, en effet, on va se tourner plus vers la sécurité financière, ce qui est totalement logique et normal, mais c'est vrai qu'il y a d'autres aspirations qui sont nées. Je pense notamment à la conciliation des temps de vie qui a augmenté aussi en importance, la quête de sens. Donc, du coup, il y a plusieurs, ça fait bouger un petit peu les lignes et ça peut être vertueux pour la suite. Alors, comme tu le sais, le podcast s'appelle Génération CHO pour l'acronyme Chief Happiness Officer. C'est quoi un petit peu ta vision de ce métier? Alors moi, au-delà du titre, parce qu'il y a eu toute une époque où il y avait, je dirais, en ligne les pour, les contre. Donc ça, moi, ça m'a jamais trop intéressé de savoir tout blanc, tout noir, qui avait raison là-dedans. Ouais. Mais moi, c'est plutôt qu'est-ce qu'on met la réalité derrière. C'est-à-dire qu'au-delà de ce titre et de la fiche de poste, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que les gens font concrètement. Et donc là encore, on va avoir des diversités, je pense, assez importantes parce qu'il y avait eu plusieurs études assez intéressantes aussi sur le nombre de Chief Happiness Officers qui étaient stagiaires, ceux qui étaient vraiment en poste, qui avaient vraiment les moyens d'agir, ceux qui étaient rattachés au RH et qui avaient un vrai rôle pour impulser. Donc je dirais que derrière ce titre, pour moi, il y a des réalités très très différentes. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on met en place concrètement pour aider les gens à être mieux au travail. Donc je dirais que c'est vraiment ça, moi, qui va m'intéresser. Et on voit par exemple aujourd'hui, il y a une étude de Moodwork qui est sortie il y a quelques jours qui est très intéressante sur les responsables qualité de vie au travail. Oui. Et c'est un métier aussi dont on parle de plus en plus, alors qui a moins fait le buzz parce qu'il n'y a pas le titre de Chief Happiness Officer. Oui, l'étude ne mentionne en aucun cas le CHO à l'intérieur. J'en ai Voilà. fait part au fond d'être. Ouais, Et du coup, c'est intéressant parce que ce poste est transverse et pour moi est très intéressant. Donc, je dirais qu'au-delà de la querelle du nom, c'est plutôt voilà, comment les gens vont agir qui est vraiment intéressant. Et je suis sûre que je connais des Chief Happiness Officers qui font des choses formidables dans leur entreprise. Je connais des responsables qualité de vie au travail qui font des choses formidables, des RH aussi, des responsables en com interne aussi. Donc, je dirais qu'à partir du moment où il y a plusieurs personnes dans les entreprises qui prennent en main ces questions, il y a aussi des réseaux,
des fois de bienveilleurs, d'ambassadeurs de la QVT, c'est très bien. Donc, je dirais que plus il y a de monde qui s'intéresse à ces questions, peu importe au final le titre exact, du moment que ça œuvre positivement, c'est ça que je retiendrai. Oui, bah, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a beaucoup débattu de la terminologie et en fait, les intentions fondamentales sont les mêmes, hein. C'est comment finalement impulser à un moment donné cette démarche-là, avoir peut-être une personne qui le porte au départ, mais qui fait en sorte que ça infuse auprès de tous les collaborateurs ensuite. Euh, Aujourd'hui, du coup, les entreprises, selon toi, elles sont plus ouvertes à ce sujet de la qualité de vie au travail grâce à la crise? Je pense que des entreprises qui n'y s'y intéressaient pas forcément maintenant ont pris conscience qu'il fallait agir parce que, comme je te le disais tout à l'heure, au bout d'un an de confinement, les gens ne font Mm. pas forcément bien. Donc, du coup, autant quand il y a eu le premier confinement, tout était un peu à l'arrêt et on se disait, oh là là, on va reprendre un peu je dirais, toutes nos actions quand ça ira mieux. Sauf que bah, le quand ça ira mieux et dans très longtemps, les entreprises se rendent compte qu'on peut faire des choses à distance aussi très bien. Et je dirais que cet accompagnement-là est très important. On voit, par exemple, si vous regardez l'année dernière, les lignes d'écoute psychologiques ont connu un boom en entreprise parce qu'il y avait des besoins énormes, parce que quand on était confiné, les réalités des salariés étaient parfois très différentes selon si vous étiez seul, en famille, selon vos contraintes, ceux qui ont dû faire face à la maladie. Donc je dirais qu'il y a une prise de conscience peut-être des fragilités et des vulnérabilités un peu plus importantes. Et après, moi, ce que j'aime bien aussi regarder, c'est que la qualité de vie au travail, on peut avoir l'impression que c'est réservé aux grands groupes, aux startups. Et moi, depuis le début de My Happy Job, ça me tient à cœur de montrer des PME qui bougent. C'est-à-dire qu'on peut être une PME en province et faire des choses très, très bien sans avoir des gros budgets comme une grosse entreprise, mais mettre en place des initiatives qui aident vraiment les salariés. Donc, je dirais qu'il faut casser ces préjugés-là et du coup, pas réduire voilà, la qualité de vie au travail. Il y a des nouveaux locaux flambant neufs. On a beaucoup parlé, je ne reviendrai pas là-dessus, du baby-foot, mais voilà, il y a plein de mesures pour aider les gens concrètement dans leur quotidien qui passent plus par voilà, des relations humaines et un management de qualité au quotidien plutôt que par des investissements de folie. Donc, je dirais on y arrive en tout cas dans tous les secteurs et de manière un peu différente, donc c'est très bien. Mm. Et la crise, donc, elle a fait beaucoup émerger toutes ces notions de quête de liberté, quête de sens. Et donc, tout à l'heure, j'en parlais, tu as publié, tu publies régulièrement des hors-séries et le dernier était sur la thématique de la quête de sens. Moi, le sens, c'est un sujet qui me parle aussi beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé en édito. Alors, je vais te citer. Tu dis, je te cite, à force d'évoquer cette quête de sens, parfois de manière incantatoire, cette quête en perd de son sens à tel point qu'elle peut paraître abstraite ou réservée à une minorité de personnes qui auraient le luxe de choisir un métier qui les anime. Alors là-dessus, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu penses que on peut trouver du sens quel que soit son travail? Alors, pour vous donner un exemple concret, moi j'avais adoré un article qu'avait fait d'une de mes pigistes sur une entreprise qui s'appelle Agenet et qui était les mesures prises par une entreprise de nettoyage. Donc, beaucoup de femmes, pour le coup, nettoient les bureaux et ces personnes-là, on ne les voit pas. C'est-à-dire que quand elles nettoient le bureau, c'est souvent à 4h, 5h, 6h du matin avant que les salariés arrivent. Du coup, elles n'ont pas la reconnaissance des gens pour qui elles travaillent, c'est-à-dire les gens pour qui elles nettoient le bureau. Et du coup, on peut avoir un sentiment justement de perte de sens en disant, ouais, à part nettoyer, je ne vois pas concrètement à quoi je suis utile. Et en fait, les dirigeants de cette entreprise avaient pris une mesure, c'est-à-dire de prendre le parti que ces femmes, déjà pour mieux concilier vie pro, vie perso, allaient travailler plus en journée. Et du coup, allaient être visibles, leur travail allait être rendu visible des salariés. Et du coup, non seulement ça a eu un impact sur le temps, c'est-à-dire qu'elles ne se levaient plus, elles travaillaient plus forcément en horaire décalé pour leur vie de famille, mais en plus, elles étaient reconnues et remerciées par les salariés pour qui elles travaillaient, c'est-à-dire dans les locaux. Donc, ça paraît des choses peut-être anecdotiques, mais je pense que pour ces salariés-là, ça a changé au quotidien parce que du coup, on les reconnaissait et elles se sont rendues compte, peut-être en échangeant aussi avec les salariés, sans être bisounours et béni oui-oui, mais du coup, je pense qu'on peut avoir du sens en échangeant, en ayant une reconnaissance qu'on n'avait pas si on est invisible, si personne nous remercie pour ce qu'on a fait comme travail. Donc, c'est peut-être plus compliqué. On l'a vu, par exemple, quand on a beaucoup parlé des caissières au premier confinement, les clients les remerciaient. C'est-à-dire que, alors qu'avant, il y avait eu pas mal, moi j'avais suivi des blogs à l'époque où les caissières mettaient les perles des clients parce que du coup, il y avait un cruel manque de reconnaissance. Donc, je pense que
on se rend compte de l'utilité et qu'une caissière peut être aussi utile et qu'il n'y a pas, enfin que c'est pas réservé à certains métiers, mais tout va dépendre. Est-ce que vous avez cette reconnaissance-là? Est-ce que votre utilité est reconnue? Et ce qui est intéressant dans l'exemple, par exemple, des caissières, c'est que la reconnaissance peut venir à la fois de l'entreprise, mais peut venir aussi des clients. C'est-à-dire dire merci. Enfin, ça paraît des choses anodines, mais je pense que du coup, on a aussi tous un rôle à jouer pour se rendre compte que il y a plein de métiers qui sont très utiles, dont les gens peuvent trouver du sens parce qu'ils sont utiles aux autres, sans que ce soit des métiers, on pense, quand on parle quête de sens, on parle aux soignants. Il y a beaucoup de soignants qui, justement, ont perdu ce sens parce que leurs conditions de travail ne correspondent plus à l'idéal qu'ils avaient. Ils ont l'impression de maltraiter leurs patients et de ne pas pouvoir faire leur travail au quotidien. Donc, des fois, il y a un peu, je dirais, une vision un peu erronée du sens parce que non, c'est pas forcément que des métiers où on sauve des vies ou Oui. voilà, ou vraiment où une passion, on est parti faire du bénévolat, je ne sais où dans le monde. Voilà, faut aussi casser ça et c'est remettre peut-être à un niveau, voilà, je dirais un peu plus réaliste et chacun peut trouver du sens dans son travail. Et il y a des gens qui vont vous dire, moi, peu importe ce que je fais, du moment que j'ai du temps pour faire autre chose, mais très bien parce que vous allez trouver du sens dans une passion à côté, parce que donc, je dirais que c'est aussi important de ne pas forcément faire un graal de cette quête de sens. Et à partir du moment où vous avez un métier déjà qui vous satisfait, dans lequel vous prenez du plaisir au quotidien et qui n'est pas le bagne, où vous n'allez pas la boule au ventre, c'est déjà très bien. Oui, c'est rassurant ce que tu dis. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir absolument une passion, une vocation pour trouver du sens dans ce qu'on fait au quotidien. Et Et le, après, on peut ce, avoir une vocation et perdre ce sens-là. C'est ça aussi. Oui, ouais, ouais. Et ce sujet de sens, il est aussi intéressant puisqu'on est beaucoup dans des problématiques en ce moment de comment continuer à motiver, engager les équipes, comment insuffler cette cohésion dans les équipes, surtout quand on est dans des situations de télétravail. Je pense notamment à Adrien Chignard, un psychologue du travail qui fait pas mal d'articles. Il me semble que tu l'avais interviewé aussi sur My Happy Job, qui parle du manager sense maker, le manager faiseur de sens. Et c'est vrai que je pense que ça appartient aussi à tout un chacun de donner une clarté, une vision, une transparence aussi sur un avenir qui est positif. Mm. Oui, tout à fait. On a tous un rôle à jouer. Le manager, clairement, parce qu'il y a un rôle pivot. Après, tout ne doit pas reposer sur le manager et je pense qu'on a tous un rôle aussi à jouer là-dessus. Mais c'est intéressant, par exemple, quand on parle de la période de crise, c'est aussi de faire un point. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qu'on a mis en place de nouveau qui peut nous aider pour la suite de manière durable? Quels sont les points à améliorer? Donc, je dirais que tout ça va jouer aussi de la communication, c'est-à-dire comment on interprète, et c'est ce que dit très bien Adrien Chignard, c'est-à-dire comment on va donner du sens à certaines épreuves, parfois difficiles, douloureuses dans les entreprises, pour avancer et aller de l'avant plutôt que de traîner ça comme un fardeau, de rester sur des non-dits, de rester sur des choses. Et la distance n'aide pas pour ça. C'est-à-dire clairement, il y a besoin, je pense, encore plus de communication, d'être attentif. On parle beaucoup d'écoute active, mais c'est encore plus important quand on est que derrière un téléphone ou un ordinateur parce que clairement, les études le montrent. Certains salariés ont l'impression d'être isolés, d'autres peuvent devenir parano en disant oh là là, on ne m'a pas convié à telle réunion, je suis exclu des projets et des choses qui se seraient peut-être plus vite dissoutes en présentiel, là prennent peut-être plus d'ampleur à distance. Donc je dirais que la communication à distance est vraiment très, très importante. Alors, Fabienne, tu as ce média de positif et j'imagine que ta vie vibre de plein de positifs, mais rassure-nous, tu as des fois des baisses de morale et des galères aussi. Oh oui. Comment tu, comment tu vis tout ça? Ah, il faut. Alors, je pense que oui, clairement, l'optimisme aide quand on traverse des épreuves. Pour vous donner un exemple très concret, hein, mon mari a eu un accident de moto assez grave en 2019. Du coup, plusieurs mois d'hospitalisation, centre de rééducation. Et du coup, je pense que lui s'est accroché au positif et au oui, je vais pouvoir remarcher et on va tout donner pour. Et ce qui n'était pas du tout gagné. Et le fait d'être positif vous aide à vous raccrocher au positif. C'est-à-dire qu'au lieu de ruminer, de vous dire pourquoi ça nous tombe dessus à nous, pourquoi, voilà, et de ne pas avancer, c'est de vous accrocher à tout ce qui va être positif pour avancer. Donc oui, on traverse tous des épreuves dans la vie et je pense que être bien entouré aide énormément et essayer d'aller de l'avant et du coup d'y aller étape par étape. Et moi, quand j'ai une difficulté, c'est ça qui m'aide beaucoup, c'est-à-dire de se raccrocher à ce qui va et de se dire on va y aller voilà, petit à petit, étape par étape et au final, on se rend compte qu'on a traversé un grand tunnel mais qu'on l'a fait. Mais que du coup, voilà,
voilà, on n'a pas forcément, on mesure le chemin parcouru après. Donc oui, il y a des hauts et des bas et même pendant le confinement, hein, on peut essayer d'être Wonder Woman, de concilier quand les écoles étaient fermées, l'école à la maison, le site internet. Moi, il y avait des booms d'audience, il y avait plein de boulot à faire sur le télétravail, sur le management à distance. Mais c'est de se dire qu'on n'est pas des super-héros et que, comme tout le monde, il faut aussi se ménager, s'écouter quand on a des coups de mou et trouver qu'est-ce qui va vous aussi vous donner le moral. Pour certains, ça va être le sport, pour d'autres, ça va être d'aller marcher, de prendre du temps avec vos enfants, voilà, de trouver des choses un petit peu ressources qui vont vous redonner de l'énergie pour voilà, pas vous arrêter aux galères et ne pas, voilà, ne pas trop ruminer. Un dernier exemple beaucoup plus anecdotique, moins grave, mais le site a planté en début d'année pendant une semaine. Voilà, c'est du coup... Pendant une semaine, carrément. En fait, le site était accessible, mais il était complètement cassé. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui connaît le site, on se rendait compte qu'il y avait quand même un léger souci. Et surtout, je ne pouvais rien publier de nouveau. Ouais. Donc, encore de redémarrer l'année le premier jour de janvier en disant 2021 est beaucoup mieux que 2020. Du coup, voilà, c'est pendant une semaine, j'ai fait plus de réseaux sociaux, j'ai rattrapé le retard de mes mails, j'ai fait une newsletter avec des articles qui étaient déjà parus et c'était pas grave. Et l'audience a quand même été bonne. Et du coup, il faut, au lieu de ruminer sur ces temps-là et de se dire dans l'inaction, voilà, trouver des choses qu'on peut faire quand même et de se dire qu'on fait avec. Oui, ça me fait beaucoup penser au cercle d'influence de Covey que tu connais peut-être, qui voilà, incite vraiment à arrêter de se préoccuper de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle et qu'on ne peut pas modifier, et au contraire porter son attention sur des choses sur lesquelles on a de l'influence, ouais, et mettre son énergie là-dessus. C'est important. Et quand vous traversez une épreuve, mettez aussi en sourdine les réseaux sociaux, parce que vous avez toujours l'impression que la vie des autres est mieux, que tout va bien, voilà, et que votre vie à côté n'est pas du tout intéressante. Donc du coup, voilà, en tout cas, soyez actifs sur les réseaux sociaux, publiez, partagez des choses, mais en tout cas, ne déprimez pas à liker les publications des autres en vous disant que eux, c'est mieux par rapport à vous. Non. Du coup, la vie des réseaux sociaux est quand même très, très filtrée, on va dire. Alors, c'est quoi ta vision d'une journée idéale pour toi? Où est-ce que tu te ressources et c'est quoi qui te fait vibrer au quotidien pour que tu dises, chouette, ma journée aujourd'hui au travail, elle était cool. Moi, j'adore les échanges et les rencontres. Alors là, avec le couvre-feu, le confinement, on ne peut plus voir les gens, mais par contre, c'est ce qui m'a vraiment aidé, moi, avec les webinaires, c'est-à-dire de faire le plein d'énergie en continuant à être en interaction. Donc ça pour moi, c'est vraiment une source d'énergie, c'est-à-dire qu'après un échange comme celui-ci ou après un webinaire, je ressors généralement assez boostée. Donc du coup, ça me fait du bien dans la journée. Donc ça, c'est top. Ce qui va me faire du bien aussi, c'est beaucoup les messages que je reçois, c'est-à-dire que je reçois énormément encore aujourd'hui de messages quand j'envoie une newsletter, quand on publie des choses, de lecteurs qui vont nous remercier, des gens qui nous sont fidèles depuis 5 ans, d'autres qui nous découvrent. Et tout ça, en fait, les gens ne se rendent pas forcément compte. Je les remercie toujours de prendre du temps d'envoyer ces messages-là parce que ça booste, en fait. On se sent vraiment utile et ça porte justement aussi dans les coups de mou, les coups de fatigue. Après, moi, ce qui va m'aider au quotidien, c'est d'arriver à ne pas faire que travailler. C'est-à-dire qu'on peut avoir des journées très denses où on a la satisfaction du boulot, mais il faut quand même avoir un temps pour soi. Donc, je dirais que moi, le luxe pour moi aujourd'hui, c'est aussi d'aller chercher mes enfants, soit à 4h15, soit à 5h30, et du coup, d'être là pour eux en fin de journée. Et c'est quand même très, très chouette, et ça fait du bien, parce que j'ai des enfants de 4 ans et 7 ans qui sont très joyeux et qui vous remettent vite voilà, dans le quotidien, dans le moment présent, et du coup, ça fait aussi du bien. Et après, j'aime beaucoup, j'ai un toutou, donc je vais beaucoup marcher, et ça paraît bête, mais notamment quand on est en télétravail, sortir 3-4 fois par jour, 20 minutes, ça fait du bien, ça débloque des situations, ça fait, là, on a de la chance, il y a du soleil, donc ça fait du bien aussi de voir un petit peu la lumière, donc, et ça m'oblige à couper. Donc c'est très bien si vous avez un animal de compagnie, ça vous force à faire des pauses obligatoires, et c'est aussi voilà, important. Et j'adore avoir du temps aussi pour lire. Donc, voilà, c'est aussi un luxe pour moi où je retrouve le temps voilà, le soir de me dire, ou des fois le matin avec un bon café, de prendre un peu de temps pour d'avoir ce temps-là de lecture qui est important aussi pour moi. Alors justement, tu me donnes la parfaite transition. Tu viens de publier aux éditions Solar mon cahier Happy at Work, qui est un cahier vraiment super de plein de bonnes pratiques pour justement booster son optimisme et puis faire le plein finalement d'émotions positives, avoir un bureau, un espèce de travail inspirant, etc. C'était quoi ton intention avec ce nouveau livre ?
Eh ben, c'était de montrer qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Quand je disais tout à l'heure que pour être bien dans son travail, il ne faut pas forcément tout plaquer. L'idée de ce cahier, c'était vraiment enfin, que le lecteur, et en tout cas les lectrices en l'occurrence, puisque la collection cible vraiment plutôt les femmes, de se dire voilà tout ce que vous pouvez faire, en tout cas essayer pour vous sentir mieux au quotidien dans votre job. Donc le livre commence par un petit peu une introspection, de voir qu'est-ce qui est important pour vous. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que ça va être les relations de travail? Est-ce que ça va être votre environnement de travail? Est-ce que ça va être avoir plus d'autonomie? Donc, c'est prendre le temps, déjà un moment pour soi de pouvoir faire le point. Donc, ça, c'est plutôt les 2 premiers chapitres. Et une fois qu'on a fait ce point-là, c'est de voir qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme nouvelle habitude. Alors, en termes d'organisation, de gestion du temps, en termes d'environnement de travail, si vous êtes en télétravail ou au bureau, comment votre espace de travail peut aussi vous aider à vous sentir bien. Comment vous pouvez cultiver de bonnes relations avec les autres. Comment vous pouvez aussi peut-être apprendre à mieux communiquer. Enfin, voilà, toutes les bonnes habitudes qu'on peut prendre au quotidien. Et comme je le disais déjà tout à l'heure, je crois beaucoup à la stratégie des petits pas. Donc, du coup, c'est de l'idée de mettre en place, voilà, un peu les nouveaux rituels que vous pouvez faire. Et l'idée n'est pas du tout de devenir, je dirais, une machine qui appliquerait tout à la lettre, ce qu'on dit dans le livre. Mais par contre, c'est de piocher qu'est-ce qui va vous faire du bien. Par exemple, un exemple très concret, quand vous prenez des pauses au travail, essayez de voir qu'est-ce qui va vous faire plaisir et en tout cas être loin des écrans. Mais du coup, de réussir à aller marcher, à aller vous faire un bon thé, à aller faire une séance de méditation, du yoga. On a partagé les conseils voilà, d'experts pour vous donner plein d'idées, d'exercices, de choses faisables dans vos journées de travail. Donc, c'est vraiment ce que tu disais, redonner du positif. Et il est sorti en début d'année. Donc, je pense qu'après une année 2020 assez compliquée, ça faisait du bien aussi d'avoir un petit peu d'optimisme et de choses positives. Ouais, on a bien besoin d'un guide comme ça. Puis il est vraiment pratique, concret et il incite vraiment à mettre plein de choses en place. Et on peut faire plein de petites actions en plus, comme tu dis, qui sont hyper simples. L'idée, c'est de ritualiser en fait des choses qui nous font du bien dans notre quotidien. Et c'est vrai que la connaissance de soi, on prend pas suffisamment le temps. Je pense que c'est aussi notre société qui veut ça, de bien se connaître, de faire ce travail d'introspection. Comment moi je fonctionne, de qu'est-ce qui me fait vibrer, de quoi j'ai envie dans mon quotidien. Et c'est vrai que c'est un pas de côté qu'il est nécessaire de faire et je trouve que ce cahier y invite très très bien. Ouais. Oui, tout à fait. C'était vraiment l'idée voilà, de l'avoir un petit peu comme compagnon de route dans l'année pour vous aider à vous booster et à vous sentir mieux. Alors c'est marrant, tu dis que ça s'adresse majoritairement aux femmes et c'est une question que je me suis récemment posée et qui revient souvent. Pourquoi le sujet de la qualité de vie au travail? Alors je veux pas généraliser, mais bon, moi je le vois dans les événements que je propose, dans les formations que je fais, 90% sont des femmes quasiment. Comment on peut l'expliquer? Alors, moi, je le vois avec le lectorat de My Happy Job. On va dire que les femmes s'y intéressent même quand ce n'est pas leur fonction. C'est-à-dire qu'elles vont s'intéresser à ces questions-là, peu importe leur activité dans la vie. Ça va être un peu comme les questions de développement personnel où le lectorat est majorité féminin. Donc, je dirais qu'il y a ces questions-là. Par contre, quand on en vient à un niveau, je dirais, les personnes qui s'y intéressent pour le travail, vraiment plus DRH, responsable qualité de vie au travail, là, on va avoir un public beaucoup plus mixte. Donc, je dirais que en tout cas, moi, ce que je constate dans le lectorat, c'est plutôt ça, avec bien évidemment des exceptions. Je pense à des lecteurs très fidèles qui ne sont pas du tout des RH, mais qui vont s'intéresser à ces questions-là et qui vont être des hommes, et c'est très bien. Après, je ne saurais pas expliquer parce que je ne pense pas qu'il y a des choses qui sont plus féminines que d'autres, mais en tout cas, je pense que tout ce qui va être développement personnel, peut-être ce temps d'introspection, va être plutôt pris peut-être par les femmes, mais en tout cas, niveau professionnel, on a vraiment un public clairement mixte. Et je dirais que par contre, on a des femmes qui, peu importe leur job, vont quand même s'intéresser à ces questions-là et vont peut-être oser plus participer. Ça va être aussi peut-être ça la différence. Vont être peut-être plus visibles parce que plus engagées à poser des questions, à être présentes au webinaire, mais sachant que nos webinaires sont quand même assez mixtes aussi selon les questions qu'on aborde, aussi selon les thématiques. Bon, tu me rassures, il n'y a pas du coup un désintérêt total de la jante masculine sur ces questions de l'épanouissement. De bien-être au travail, mais c'est pareil quand on parle des inégalités hommes-femmes, c'est important qu'il y ait des hommes qui portent aussi ces questions-là. C'est pas des sujets qui sont réservés aux femmes, même quand on parle des inégalités en termes de sexe et de genre. Et à l'inverse, le fait qu'il y ait, je dirais, des gens divers qui s'y intéressent, c'est très bien parce que ça va permettre d'amener ces sujets-là dans plein d'endroits différents et de manière très différente. Donc, c'est très bien.
Quel conseil tu pourrais donner? Alors, l'audience sur le podcast, c'est beaucoup de personnes qui ont envie d'investir le sujet de la qualité de vie au travail, qui ont envie d'en être acteurs, de poser des actions d'entreprise. Quel conseil tu pourrais donner à ceux qui veulent peut-être poser une première pierre sur ce sujet dans leur organisation? Du coup, alors, si on veut faire bouger les choses en interne, c'est-à-dire, je pense, alors déjà, à titre personnel, on peut se nourrir de questions, c'est-à-dire profiter, il y a de plus en plus de webinaires, de podcasts, de livres sur le sujet, donc de formation. Donc, je dirais déjà, nourrissez-vous, vous, de tout ça, de ce contenu. Ça vous aidera à être plus crédible en entreprise pour aller œuvrer. Et après, c'est de se rapprocher de peut-être votre DRH, du service RH selon votre fonction, de voir ce qui est déjà mis en place, parce que des fois, on n'est pas forcément au courant notamment selon la taille du groupe, de tous les dispositifs qui sont mis en place et qui existent. Et après, d'être ambassadeur selon, alors moi je connais par exemple des salariés qui sont passionnés de sport, qui ont développé en interne des réseaux de sport pour aller courir le midi. Mais c'est un premier pas en fait, ça crée une dynamique. Et du coup, on se rend compte qu'il y a des gens dans des services parfois très différents qui veulent aussi agir. Donc, c'est d'agir en réseau et le fait d'être plusieurs à pousser ces questions-là, que ce soit au service compta, marketing ou com, du coup, ça va jouer à créer un vrai réseau. Donc, restez pas tout seul et allez essayer de vous entourer d'autres alliés, je dirais, dans votre entreprise pour faire bouger les choses et profiter de tout ce qui est accessible déjà en ligne pour montrer, voilà, concrètement qu'est-ce qui peut être fait. Et après, proposer des tests, c'est-à-dire pour convaincre les gens, rien de mieux que de dire on va faire un premier, je ne sais pas, webinaire sur telle question, une première formation, on va voir si les gens comment c'est accueilli, comment ça prend. Et on voit qu'une fois qu'on a essayé, en fait, les gens se rendent compte qu'il y a un effet boule de neige positif et que ça peut jouer aussi. Donc, je dirais qu'il y a plein de leviers selon vous, ce qui vous intéresse, sur lesquels vous pouvez jouer. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, y aller petit pas par petit pas, c'est le meilleur moyen d'expérimenter, de tester, d'évoluer. Et, ouais. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Fabienne, pour la suite? Que My Happy Job continue à grandir. On va fêter les 5 ans en octobre. Donc, du coup, moi, je suis ravie. Si on m'avait dit ça, pour vous donner une idée, moi, je me souviens quand j'ai lancé la newsletter en janvier 2017, je me souviens de mon développeur qui m'a dit, ah, on va utiliser Mailchimp. Bon, rassure-toi, c'est gratuit jusqu'à 1000 abonnés. Et puis, je lui avais dit, ah, écoute, attends, hein, quand on en sera à 1000 abonnés, écoute, je serais heureuse de payer mon abonnement à Mailchimp. On en est aujourd'hui à 32 000 abonnés. Waouh! Voilà, si on m'avait dit ça, je pense que j'aurais rigolé à l'époque en disant mais bien sûr. Donc du coup, voilà que ça continue comme ça et c'est merveilleux parce que du coup, c'est vraiment des chouettes rencontres. Moi, ce que j'adore au quotidien, c'est que je travaille avec des gens que j'aime, je fais plein de rencontres, c'est très positif, ça me nourrit aussi moi, donc que ça continue le plus longtemps possible, que My Happy Job continue à grandir petit à petit parce que ça me va très bien. C'est voilà, je dirais vraiment cette stratégie des petits pas à continuer et puis que My Happy Job continue à aider le plus grand nombre. Voilà, ça ce serait chouette. Et puis après, à un titre plus personnel, que je continue à concilier, voilà, comme ça m'entend, vie pro, vie perso, et que ce projet continue à faire sens pour moi encore longtemps. Et c'est une belle aventure. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite, Fabienne. En tout cas, à t'écouter, tu es pleine d'énergie. On sent vraiment que c'est l'humain qui te fait vibrer. On le voit que que tu te nourris de tous ces échanges que tu fais. Et je trouve que tout ce que tu partages via les médias, voilà, ça se ressent énormément. Je pense que voilà, tu fais partie de ces personnes qui font les choses avec le cœur. Et voilà, ça se ressent véritablement. Donc, merci infiniment pour tout ce que tu nous partages. Je te souhaite vraiment le meilleur et j'espère que peut-être dans 5, 10 ans, tu seras à 100 000 abonnés, qui sait, sur My Happy Job. En tout cas, merci de nous nourrir au quotidien. Pour ceux qui nous écoutent, voilà, je vous rappelle que vous avez donc le média My Happy Job sur lequel vous pouvez vous nourrir de plein de choses. Et c'est vrai que déjà, c'est amplement suffisant pour commencer à mettre en place, avoir des idées pour mettre en place des actions au travail, dans son quotidien, pro, perso, etc. Et puis, foncez aussi, allez acheter le cahier Happy at Work que Fabienne vient de publier parce que c'est vraiment des conseils hyper pratiques et concrets. Je te dis un immense merci, Fabienne. C'était vraiment un bonheur de t'avoir sur le podcast et d'avoir cet échange avec toi. Merci à toi. Plaisir vraiment partagé. Merci à toi aussi pour tout ce que tu fais parce que du coup, tu publies aussi énormément en ligne et j'aime beaucoup ton podcast et tout ce que tu proposes aussi comme événement, que ce soit en webinaire et avant du côté de Montpellier. Et c'est un vrai plaisir et je trouve ça
ça chouette qu'il y ait voilà, plein de personnalités différentes qui prennent à bras le corps ces questions et qui les poussent de manière positive et enthousiaste. Donc, merci à toi aussi. Merci beaucoup. Je te souhaite encore le meilleur. Et puis, pour ceux qui nous écoutent, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Et d'ici là, prenez soin de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.